What's up guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un aviateur connu de la Première Guerre mondiale, celui que l'on surnomme l'As des As, mais qui se nomme en réalité René Fonck. Cette vidéo va retracer sa vie hors du commun. Nous passerons par son enfance, par son parcours d'aviateur extraordinaire, par sa vie politique et bien plus. Bref, assez de blabla et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Générique. Attention, certaines vidéos, photos ne sont pas conformes avec les faits énoncés. C'est juste pour illustrer. Je tenais quand même à le préciser parce que c'est important genre. Son enfance et son adolescence. Le 26 mars 1894, à Saulcy-sur-Meurthe, dans les Vosges, un petit garçon va pointer le bout de son nez. Et comme vous vous en doutez, c'est René Fonck, un des plus grands aviateurs français de la Première Guerre mondiale. Mais bon, ça, à ce moment-là, personne ne le savait. René vient d'une famille modeste dans les Vosges. Et un événement tragique va se passer dans l'enfance du petit René. Son père est sagard, donc en gros, il coupe du bois pour en faire des planches. Et un jour où il va faire son travail comme il en a l'habitude, eh bien il va se faire écraser sur son lieu de travail. LOL. Il va donc laisser ses 3 enfants derrière lui, René qui n'a que 4 ans, et ses 2 autres filles. Malheureusement, son père ne verra jamais le grand homme qui est devenu son fils. La famille va alors aider nos 3 petits orphelins jusqu'à ce que René puisse subvenir aux besoins de la famille. Et après un petit séjour au séminaire, donc pour ceux qui ne savent pas, un séminaire c'est un lieu religieux, un établissement religieux où des jeunes, des personnes vont étudier pour devenir prêtres. Donc je disais, après un petit séjour au séminaire, le jeune René qui n'a seulement que 13 ans va être envoyé en apprentissage chez ses grands-parents maternels à Baccarat, dans ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler la Meurthe-et-Moselle le 54. Par la suite, il va être apprenti mécanicien dans les manufactures de Saint-Didier, toujours dans les Vosges, évidemment, ça change pas. René va être énormément passionné par la mécanique, tout ce qui touche à la mécanique là. Et cette passion est sans doute due à cause d'un meeting d'avion qui a été organisé par la sous-préfecture en juillet 1911. Mais les tensions en Europe, elles continuent d'augmenter jusqu'à l'assassinat de, attention, François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche. Cet événement, qui n'a pas l'air si incroyable au premier abord, va entraîner une guerre de 4 ans qui va elle-même entraîner plus de 10 millions de morts. Le 22 août 1914, peu après les déclarations de guerre, René va se porter volontaire pour intégrer l'aviation. La Première Guerre mondiale. René attend son affectation avec impatience. Grâce à ses compétences techniques, à partir du 25 septembre 1914, il va être affecté pour servir au 11e régiment du génie à Épinal. Il va alors y passer le restant de l'année et va même être promu caporal. Il va rejoindre l'aviation mi-février 1915 et à ce moment-là, il est élève pilote à l'école des frères Caudron sur la plage du Crotoy dans la Somme, dans le département des Hauts-de-France. Là-bas, il va s'y révéler être un bon pilote, même si que certaines fois il a cassé du bois pendant une épreuve pour obtenir le brevet de pilote militaire qu'il finira par obtenir le 31 mai 1915. Alors ça y est. René a maintenant 21 ans et là, tout va s'enchaîner très vite pour lui. 2 semaines après avoir validé le brevet de pilote militaire, il va être affecté dans une escadrille d'armée, la C-47. C'est un groupe de chasse, une escadrille d'observation qui va être située sur le terrain de Corcieux, non loin de Saint-Dié. Le jeune homme va alors faire beaucoup de vols de reconnaissance sur un caudron biplace. Malgré que l'appareil soit lent, il va quand même remporter ses 2 premières victoires. Une de ces victoires se passe le 6 août 1916, où il est aux commandes d'un caudron G4
Un avion militaire utilisé lors de la Première Guerre mondiale, il est mis en service en 1915. Il va obliger un avion de reconnaissance allemand, un Rumpler CI, un biplan allemand de reconnaissance de la Première Guerre mondiale. Il est aussi mis en service en 1915. Donc il va forcer cet avion à atterrir derrière les lignes alliées. Grâce à ces 2 victoires, il va être dans la chasse à l'escadrille N103, une escadrille de groupe de combat numéro 12. Une unité d'élite de la chasse française, plus connue et surnommée le groupe des cigognes. Là-bas, il va révéler qu'il est un chasseur avec un talent exceptionnel, alliant de nombreuses qualités comme par exemple une résistance naturelle à la haute altitude, mais aussi un énorme talent pour le tir qui lui permet de maîtriser la déflexion et une vue perçante qui lui permet de voir une cible de très loin. Il arrivait d'ailleurs à René Fonck d'anéantir plusieurs avions en une seule journée, comme par exemple le 9 mai où il en a anéanti 6. Et pareil pour le 26 septembre 1918. Maurice Boyau, qui a obtenu 35 victoires et qui est mort pour la France le 26 septembre 1918 à Mars-la-Tour, va dire ceci à propos de René Fonck. Fonck dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Ce n'est pas un homme, c'est un oiseau de proie. Là-haut, il sent l'ennemi. Il en distingue nettement à 8 ou 10 km sans être vu. Il choisit sa proie, quelques balles suffisent. Il n'y a jamais eu de riposte. Fonck est le meilleur pilote de la SPA 103. La SPA 103, c'est la 2e escadrille de l'escadron de chasse 1 sur 2 cigognes. Il a une grande autonomie, il est doté des meilleurs appareils. Comme toujours, René Fonck va enchaîner les victoires. Le 13 mai 1917, il réussit à abattre un Fokker en survol du fossé de Nogent-l'Abbesse. Il réussit à se faire reconnaître une 5e victoire aérienne. On lui donna alors le prestigieux surnom de As, et son nom circule désormais peu à peu dans les médias. Forcément, il est moins apprécié que Guillemer à cause de son caractère froid et très peu bavard. Mais il devient le chouchou du public après la triste mort de Georges Guynemer le 11 septembre 1917. On va par la suite lui attribuer le surnom de Vengeur de Guynemer car il s'est attribué la mort de Kirk Wissmann, un pilote sous-lieutenant qui revendiquait avoir tué le jeune Guynemer. Vers le début du printemps 1918, il dépasse Charles Nuggesser. Je ne sais absolument pas si je le dis bien, je crois que je le prononce extrêmement mal. Charles Nungesser. Ah! Je ne sais absolument pas si je le dis bien, je le prononce extrêmement mal. Charles Nuggesser. Aïe, coup dur pour Charles Nungesser. Il devient ainsi le pilote français avec le plus de victoires. On en compte 75 reconnus et René il en revendique 52 de plus. Le vent d'automne souffle et la guerre se termine le 11 novembre 1918 avec la signature de l'armistice. Et très vite, le traité de Versailles qui a été signé le 28 juin 1919. La guerre aura causé la mort de plus de 10 millions de personnes. Comme par exemple des maris, des pères, des fils, des étudiants, des ouvriers qui détestaient la guerre, mais qui sont morts pour elle. René Fonck va ressortir vivant de cette guerre. Et il revient de la guerre, officier de la Légion d'honneur, lieutenant avec la croix de guerre et avec 27 citations et 26 palmes. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une palme, je vais vous expliquer, attendez. Alors, c'est une insigne de bronze en forme de branche de laurier qui est portée sur le ruban des croix de guerre françaises, donc de 14-18, des TOE et de celle de 39-45. Elle peut aussi être portée sur la croix de la valeur militaire pour marquer l'octroi d'une citation à l'ordre de l'armée. Et René, lui, il en a reçu 26. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point René, il était incroyable. Grâce à ses nombreux succès, il va porter le drapeau de l'aviation française lors du défilé du 14 juillet 1919 qui fête la victoire de la France lors de la Première Guerre mondiale. René Fonck et l'entre-deux-guerres.
Clémenceau, ancien président du Conseil et Mandel, c'est un homme politique aux postes les plus importants les uns que les autres, vont décider de mettre notre grand aviateur sur la liste de la gauche républicaine démocratique. Donc c'est l'équivalent du centre droit. Juste après, lors de la même année, il va être élu député dans les Vosges, alors qu'il n'a fait 0 discours. Rien, nada, c'est à la Chambre Bleu Horizon, il va décider de soutenir le bloc clémentiste, qui désigne les partisans de Georges Clémenceau. Il va intervenir très rarement, surtout pour soutenir la cause aéronautique. L'entre-deux-guerres, elle se passe assez normalement pour René Fonck. Évidemment, il se passera des choses mauvaises, comme par exemple la traversée de l'Atlantique du Nord sans escale qui a été organisée le 21 septembre 1926, qui va être au final un véritable désastre. Car 2 membres de l'équipage vont mourir dans les flammes de l'avion, alors que René, lui, va s'en sortir miraculeusement indemne. Ou alors des événements un petit peu plus heureux, toujours liés de près ou de loin à l'aviation. Fonck est nommé colonel et il entre alors dans le gouvernement du maréchal Pétain en juin 1940. René va placer toute sa confiance envers Pétain comme d'autres anciens combattants, sans savoir que le régime de Pétain deviendrait si déviant et partant sucette. Sous l'occupation. Nous sommes lors de la Seconde Guerre mondiale et les Allemands progressent beaucoup. Énormément. Beaucoup trop vite même. La France n'était absolument pas prête à ça. Et le 14 juin 1940, le drapeau du Troisième Reich se met à flotter sur la Tour Eiffel. La France est divisée en 2. D'un côté, la zone occupée par les Allemands et de l'autre, la France dite libre, avec le régime de Vichy et le fameux maréchal Pétain à sa tête. Comme vous le savez sûrement, le régime de Pétain était très corrompu. Et ne parlons pas du maréchal Pétain qui a signé l'armistice en 1940, ou encore du rôle du régime de Vichy dans la Shoah, la fameuse solution finale qui consiste à exterminer les juifs une bonne fois pour toutes, et c'est fini. Aussi que c'était un collabo pendant la Seconde Guerre mondiale. Ne parlons pas aussi des rafles qui ont été organisées en France, comme par exemple la rafle du Vélodrome d'hiver. Par exemple, la rafle du Vélodrome d'hiver, ils ont fait une arrestation massive de personnes où ils les ont ensuite emmenées dans le stade du Vélodrome d'hiver. Il me semble qu'ils sont restés 5 jours là-bas sans nourriture, sans eau. C'était effroyable les conditions dans lesquelles ils ont organisé ça. Et ils ont été par la suite emmenés en camp de concentration. Pétain, donc le régime de Pétain, le régime de Vichy, a laissé passer ça. Comment tu peux faire ça? Pardon. D'ailleurs, par rapport au régime de Vichy, je vous conseille l'excellente vidéo de Mamie Twink, c'est en description, voilà. Clairement, si vous voulez en savoir plus sur le régime de Vichy, je vous conseille de regarder cette vidéo. Elle est très courte, très bien réalisée évidemment, c'est Mamie Twink, c'est pas n'importe qui. Bref, donc n'hésitez pas à regarder sa vidéo si vous voulez en savoir plus, parce que clairement c'est une vidéo qui est pépite. Donc, comment dire que toutes les personnes qui ont donné leur confiance à Pétain ont été mis sur une sorte de liste noire des collaborateurs de Vichy. Alors que pourtant, René, il est pas bête. Il va ressentir un petit peu la petite douille, il va ressentir qu'il y a anguille sous roche et que Pétain, il est pas totalement clair et net, quoi, sérieux. Et forcément, il va prendre ses distances avec le gouvernement de Pétain. Il s'oppose énormément à Pierre Laval et se comporte de manière très ambiguë selon Vichy envers les résistants. Tellement suspect qu'en 1942, il va être mis sous surveillance par les autorités allemandes et en 1944, il va être arrêté et placé en détention en prison. Mais heureusement, il va être libéré à la fin de l'année parce que y a pas assez de charges contre lui. Retrait de la vie médiatique et fin de vie. Bon, maintenant on peut souffler, la guerre est terminée. Wouh! Pendant que beaucoup vont fêter la guerre joyeusement, René Fonck, lui, décide de se retirer entièrement de la vie politique et revient dans la vie civile. Pour qu'il puisse gérer son entreprise du nom de France Engrais,
Évidemment, pour ne pas changer, son entreprise se trouve dans les Vosges. LOL! Au revoir. Il est désormais père de 2 enfants et va pouvoir profiter de la joie de la vie de famille avec sa femme Irène Briand, une ancienne actrice. René a une vie riche d'événements et toutes ces années lui font prendre l'âge. Le 18 juin 1953, il est malheureusement victime d'un accident vasculaire cérébral qui le conduit à la mort. Bon bah écoutez, petit souci de caméra, donc je vais finir la vidéo en voix off, j'espère que ça dérangera pas. Donc alors, le lendemain de son décès, très peu de journaux vont annoncer la mort de l'as des as à cause de sa position pas très nette à ce moment-là pendant l'occupation. Et moins d'une semaine après sa mort, le 23 juin 1953, il va être inhumé à la commune natale de l'Aviateur à Ceulcy-sur-Meurthe. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez adoré l'histoire de René Fonck. Pour le coup, je trouve que le parcours de René Fonck n'est pas assez raconté et c'est donc pourquoi j'ai enfilé mes lunettes, mon pull rouge et mon écharpe bleue, tel Père Castor, vous racontant une histoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos retours et quel personnage ou événement historique devrais-je raconter lors de la prochaine vidéo. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la. Bref, c'était tout pour moi. Prenez soin de vous, c'était Isa IRDNV. Ciao ciao.